Et justement, on va vous aider à faire de l'investissement locatif pour le coup en France. Comment acheter un bien immobilier pour ensuite le mettre en location? Quel type de crédit surtout devez-vous privilégier? On va répondre à cette question existentielle avec Jean-Marc Le Prado qui vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Marc. Le président du cabinet Enola, c'est vrai que c'est une question que nous posent régulièrement nos téléspectateurs. Quel type de crédit privilégier pour un investissement locatif? Et puis même, si on a du cash, est-ce qu'il faut forcément passer par un crédit? Si j'ai suffisamment de cash pour acheter un bien et ensuite le mettre en location, est-ce que quelque part, j'ai pas intérêt à me passer d'un crédit? C'est une vraie question que beaucoup d'investisseurs se posent. En fait, je distinguerais deux cas. Les investisseurs qui ont besoin de revenus complémentaires, par définition, n'ont pas vraiment le choix. Pour avoir du revenu complémentaire, il faut payer cash pour encaisser des loyers sans avoir la charge de crédit en face. Finalement, il y a beaucoup de cas que l'on rencontre de gens qui disposent d'actifs financiers et qui n'ont pas nécessairement à court terme besoin de revenus complémentaires. Dans ce cas, il peut être tout à fait pertinent et économiquement beaucoup plus intéressant d'opter pour une formule de crédit plutôt que de paiement cash, avec un placement par exemple de son argent et un crédit qui vient se mettre en face des loyers. Il y a d'ailleurs une autre possibilité également qui est dans certains cas très intéressante, qui consiste à apporter le cash dont on dispose et à faire un crédit complémentaire qui va permettre de faire un investissement de taille plus importante. Alors sans revenu complémentaire, puisqu'à ce moment-là le loyer est égal au crédit, mais par contre il permet de créer de la richesse de manière beaucoup plus importante à terme. D'accord, si on ne souhaite pas forcément obtenir tout de suite un rendement intéressant, on peut directement privilégier le cash. Absolument, on crée de la richesse à terme. En fait, on va créer plus de richesse à terme. Un petit point néanmoins important, beaucoup de gens se posent la question de savoir, j'ai des actifs financiers, j'ai à la fois un investissement immobilier à faire et puis une résidence principale. Dans ce cas-là, aucune ambiguïté. La résidence principale doit faire l'objet du maximum d'apport personnel et le crédit doit plutôt porter sur la partie investissement pour une raison extrêmement simple, c'est que les intérêts sont déductibles d'un côté, investissement, et pas de l'autre, résidence principale. Contracter un crédit, ça peut être plus intéressant de privilégier le cash pour des raisons fiscales également. Quelque part même, un crédit, un emprunt peut me faire gagner de l'argent sur mes impôts. Oui, absolument. C'est l'intérêt majeur du crédit lorsqu'on achète un bien dans lequel il va y avoir un locataire, exclusivement dans ce cas-là. C'est que les intérêts d'emprunt sont déductibles des loyers que l'on perçoit. Donc la mécanique est extrêmement simple. Si on paye 1 euro d'intérêt d'emprunt sur une opération à usage locatif, on va donc déduire cet euro des loyers qu'on va encaisser, ce qui va de fait générer une économie d'impôt qui va être équivalente à la tranche marginale d'imposition dans laquelle on se trouve, donc de 14 à 45%, plus éventuellement même dans certains cas de la CSG CRDS. Ouais. Donc on peut se retrouver entre 30 et 60% d'économie d'impôt avec les intérêts qu'on paye. Et c'est pas rien. Alors justement, compte tenu de cet avantage fiscal, est-ce que quelque part il n'est pas aussi pertinent de carrément ne plus du tout faire d'apport personnel, tout financer à crédit pour bénéficier à plein de l'avantage fiscal? Il y a beaucoup d'investisseurs ont intérêt en fait à faire cela, c'est-à-dire emprunter non seulement le prix d'achat du bien, mais ajouter en plus dans le crédit ce qu'on appelle les frais de notaire et les frais de garantie éventuellement, les frais d'hypothèque ou de caution. Donc si on pousse la logique du raisonnement à son maximum, il est très souvent beaucoup plus intéressant. Encore faut-il obtenir le crédit auprès de la banque. Alors voilà, donc c'est la limite de l'exercice et ce sont nos amis banquiers qui ont tendance parfois à sortir le manuel 22 du parfait analyste de risque bancaire et de décréter que les frais de notaire et les frais de garantie doivent être apportés. Certaines banques d'ailleurs demandent en plus de cela un apport qui peut correspondre à 10, 20 voire 30% du prix d'achat, donc ce qui limite évidemment la qualité de l'exercice. Jean-Marc, l'avantage fiscal que je peux trouver à contracter un crédit, cet avantage fiscal, est-ce qu'il est valable tout au long de la durée du crédit? Et même si je prends un crédit long de 25-30 ans, est-ce que je bénéficie du même avantage fiscal tout au long de la durée de vie du crédit? Alors ça, c'est une question absolument fondamentale que peu d'investisseurs se posent à tort, je crois. C'est que dans une mensualité de crédit, tout au long du crédit, la mensualité est la même. Par contre, à l'intérieur de cette mensualité, la part capital et la part intérêt va évoluer de manière inverse. Il va y avoir de moins en moins d'intérêt, de plus en plus de capital. Fiscalement, seuls les intérêts sont déductibles. Autrement dit, ils sont extrêmement importants sur les premières années et puis ils vont aller en diminuant, ce qui va générer donc moins de charges à mettre en face des loyers, potentiellement un revenu supplémentaire qui va être donc taxé sur sa tranche marginale. En gros, moins de ristourne fiscale, plus le temps passe. Absolument. Jusqu'à un moment d'ailleurs, assez rapidement, finalement au bout de quelques années, où on a beaucoup moins d'intérêts d'emprunt et un revenu qui peut être important. Alors c'est absolument fondamental parce que beaucoup d'investisseurs se font piéger de la manière suivante. Vous faites une opération absolument merveilleuse puisque le loyer que vous encaissez correspond très exactement au crédit que vous payez. Donc jusque-là, tout va bien, vous avez un impact sur votre trésorerie qui est à zéro, quasiment à zéro. Sauf que quelques années après,
vous avez beaucoup moins d'intérêts d'emprunt. Donc vous avez toujours votre loyer qui rentre, vous avez toujours votre crédit qui sort, mais vous avez une fiscalité à payer et vous n'avez pas les revenus en face. Un autre élément, un autre exemple aussi de piège dans lequel des investisseurs peuvent tomber, c'est on fait une opération Pinel où on va être extrêmement agréablement surpris les 9 premières années parce que l'économie d'impôt plus le loyer qu'on encaisse peut être très proche ou équivalent au crédit que l'on paye. Au terme des 9 premières années, l'économie d'impôt tombe d'un seul coup. Il y a une fiscalité qui va venir s'ajouter à celle du revenu du ménage et qui va donc générer des impacts de trésorerie qui peuvent être tout à fait... Le bon plan, c'est de vendre, en fait. Pas nécessairement, je crois pas. Oui, dans ces cas-là, stopper le crédit, ouais. Alors, il y a plein de façons de se sortir de cela, mais je crois que la première de toutes, c'est de faire une simulation financière et fiscale extrêmement précise au moment où vous mettez lui approuvé sur votre contrat, de manière à mesurer très précisément ce qui va se passer et à quel moment ça va se passer. Une fois que vous avez cette information-là, vous pouvez la traiter. Ouais, l'avantage fiscal, donc, il diminue au fur et à mesure que le crédit se poursuit, voilà, avec le temps. Absolument. Vous nous disiez, pour un investissement locatif, malgré tout, le crédit permet de défiscaliser. Est-ce que, compte tenu de cet avantage fiscal, il est forcément pertinent de renégocier son taux de crédit? Parce que beaucoup de courtiers disent aujourd'hui, oh, les taux sont extrêmement bas, ils ont beaucoup baissé depuis des ans, renégociez vos taux de crédit. Oui, mais sauf que le taux que je subis, il me permet de défiscaliser. Du coup, est-ce que renégocier vaut vraiment le coup? Alors oui, à l'évidence, il faut absolument renégocier ces taux, y compris sur ces investissements à usage locatif. Même si on va perdre une partie de l'avantage fiscal. Oui, mais l'avantage fiscal n'est qu'un bout du coup. Lorsqu'on paye 1 euro d'intérêt, certes, on génère de l'économie d'impôt, mais l'économie d'impôt n'est jamais supérieure à l'euro d'intérêt que l'on paye. Donc dans tous les cas, il est parfaitement pertinent de renégocier ces taux à la baisse lorsqu'on le peut. C'est dommage, Guillaume, il rêvait des taux d'intérêt à 7-8%. Oui, mais c'était l'argument de beaucoup de vendeurs de biens immobiliers disant ne vous préoccupez pas trop du taux d'intérêt, de banquiers notamment, ne vous préoccupez pas trop du taux d'intérêt. Je ne sais pas pourquoi. On continue de répondre à nos téléspectateurs, nos auditeurs qui se demandent comment financer un investissement locatif. Il y a la question du montant du crédit qu'on a abordé, puis il y a la question de sa durée. A priori, plus un crédit est court, mieux c'est. Ou pas? À l'évidence, quand on regarde une opération, plus l'apport personnel va être important, plus la durée du financement va être courte, d'autant plus que plus le crédit est court, moins le taux d'intérêt est élevé, donc moins cette opération coûtera. C'est clair, net et précis, on peut faire tourner toutes les simulations dans tous les sens, il n'y a pas d'ambiguïté. La seule limite en fait de ce raisonnement-là, c'est que plus la durée du financement va être courte, plus la mensualité va être élevée. Donc plus l'impact trésorerie sur une opération va être important. Donc moins avec une même capacité d'épargne, on pourra faire d'investissement. Et oui, trouver la bonne formule n'est pas nécessairement dans une optique d'aller sur le crédit. C'est-à-dire que si je veux me lancer dans un achat de plusieurs appartements, plusieurs logements pour les mettre en location, privilégier des crédits courts peut me handicaper. Vous handicapera nécessairement. Vous avez de toute façon une capacité d'emprunt, une capacité de remboursement qui est ce qu'elle est, et plus votre financement sera court, plus vite vous consommerez votre capacité maximale. Enfin, soit dit en passant, si vous avez les moyens d'avoir plusieurs logements mis à la location, globalement, c'est que vous avez les moyens de pouvoir rembourser aussi. Alors c'est une manière de... La question c'est comment on optimise. Bien sûr, bien sûr. Parce que si vous avez beaucoup de moyens et que vous faites très peu d'apports personnels et du crédit très long, vous pouvez faire beaucoup d'opérations également. Donc le curseur en fait est à mettre en fonction de sa stratégie. Avec un point important, c'est que la manière de financer la première opération va conditionner sa capacité ultérieure à faire d'autres opérations. Voilà, si vous voulez multiplier dans le temps les opérations, privilégiez pourquoi pas des crédits longs sur les premières opérations pour garder votre capacité d'investissement pour la suite. Et éventuellement garder du cash pour faire face aux aléas liés à l'investissement. Bon, dernière question, il faut forcément préférer un taux fixe à un taux variable aujourd'hui quand on contracte un crédit, surtout au taux actuel qui aujourd'hui, oui. Oui, a priori il n'y a pas d'ambiguïté aujourd'hui. Les taux d'intérêt sont tellement bas que partir sur du taux révisable avec peu d'écart finalement par rapport au taux fixe n'est pas très raisonnable. Et puis puisqu'on parlait des banquiers tout à l'heure, finalement on se rend compte qu'en France on a des taux révisables à la baisse puisque vous avez du taux fixe et que vous avez en cas de baisse des taux vous allez renégocier votre prêt à la baisse. Donc finalement pourquoi s'embêter avec du taux révisable? Ah oui, c'est vrai, le fixe on peut le renégocier donc c'est du variable. En France le fixe c'est du variable fixe à la hausse mais il est variable à la baisse puisque vous pouvez le renégocier. Et là les banques en sont très satisfaites. Non, je plaisante. Jean-Marc Le Prado, le président du cabinet Enola, voilà quelques clés pour choisir au mieux votre schéma d'investissement dans l'immobilier et puis bien sûr Marie Cœur de Roy comme tous les jours pour faire vivre ce marché de la pierre.